IDFM 98 de la bande FM, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler de vie ce soir et de vie liée. C'est un roman de Catherine Balance. Catherine Balance qui est auteure de plusieurs essais sur le développement de l'intuition et sur le bien-être. Elle s'est formée à différentes techniques d'accompagnement des personnes et a développé ses propres outils de connaissance de soi et des autres. Depuis quelques années, elle s'oriente vers l'écriture de fiction, créant des personnages intuitifs à la recherche de sens. Les Villiers est son deuxième roman. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer en juin 2016, en direct à la radio pour son premier roman qui était Une autre voix que la mienne. Catherine Balance, bonsoir. Bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur l'antenne d'IDFM. Moi aussi. Je rappelle que vous avez été sur une radio québécoise pendant quelques années, il y a fort longtemps, et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. C'est un roman, on va retrouver tout un tas de personnages qui étaient déjà dans ce roman Une autre voix que la mienne, voix VOX. Pourquoi vous n'avez rien fait entre 2016 et 2021 ? Pourquoi Maude, Josette, Thomas, qu'on va retrouver au cours de cette émission, vous ont abandonné ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ils m'ont pas du tout abandonné. C'est amusant d'ailleurs comme question, parce que écrire un roman, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 3-4 mois pour certains écrivains très rodés. Et ça peut prendre des années. Le premier m'avait pris 8 ans. Et celui-ci m'a pris 2 ans d'écriture. Je l'ai commencé en janvier 2016, le 1er janvier. Donc tout de suite après avoir sorti finalement Une autre voix que la mienne. Et je l'ai commencé j'avais 2-3 lignes de mon histoire et mes personnages du premier n'étaient pas présents à ce moment-là. Et puis en février, j'ai écrit quelques pages de plus. Et puis très peu de temps après, en me réveillant un matin, voilà, les personnages ont voulu absolument... Enfin, j'ai senti que les personnages voulaient revenir et ça marchait bien dans le fond, le fait qu'ils reviennent, puisque c'était une histoire où j'avais besoin de médium. Et dans le premier, nous avions déjà une médium et nous avions le personnage de Maude, mon héroïne principale, qui commençait à s'initier à la médiumnité. Et donc j'ai passé 2 ans à l'écrire et j'ai passé au moins 2 ans à le réécrire et à le corriger et à développer des passages parce que j'avais des lecteurs bêta. Je me suis aussi... Bêta. C'est comme ça qu'on dit dans l'édition, pardon. Bêta, c'est-à-dire absolument intelligent. Mais comme on dit, une version alpha, une version bêta, etc. Donc j'avais des lectrices autour de moi qui m'ont donné des retours pour que je développe certains points. J'ai aussi pris conseil auprès d'une personne qui travaille dans l'édition. Donc voilà, j'ai développé, réécrit, travaillé sur ce livre et donc ça a pris 4 ans. Je l'ai terminé fin 2020. Donc je n'ai pas rien fait, mes personnages ont été complètement avec moi. Ils ne m'ont pas quitté du tout. C'est Maude qui est revenue en premier ? Oui, c'est Maude, oui, absolument. Mais Maude, quelque part, c'est vous. C'est ce que vous êtes plusieurs à me dire quand vous m'interviewez sur mes romans. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord. Bien sûr, comme c'est une voix qui parle au jeu, je peux m'y identifier. Bien sûr, il y a des moments, à un moment donné, Maude va parler à sa mère au travers d'une canalisation. Eh bien, j'ai mis le nom de ma mère, j'ai mis le prénom de ma mère. Il y a eu comme une sorte d'évidence que pour le coup, c'était moi, Catherine, et que j'avais l'impression de recevoir une communication directe de ma mère, alors que dans l'histoire, on voit bien que la maman de Maude dans l'histoire vient lui parler de ce qu'elle vit dans le roman, qui est tout à fait fictif, hein, on est bien d'accord. Donc, mais simplement, j'ai eu cette vibration. Il y a des choses que je raconte de Bali, bien sûr, je connais Bali, donc il y a des choses de mon vécu qui se retrouvent dans les descriptions de lieux ou avec des personnages, parce que les personnages sont souvent inspirés par des personnes rencontrées dans la vie qu'on va ensuite romancer. Mais pour moi, je suis dans tous mes personnages. Alors comme Maude est le personnage principal, peut-être qu'on peut davantage penser que c'est moi, et peut-être que c'est davantage moi. Je suis pas bien placée pour le dire en fait. Mais moi, il me semble que Maude, c'est pas tout à fait moi. Je réagirai pas tout le temps comme elle. C'était une des premières questions que je voulais vous poser, parce que Maude, à la fin du premier roman, en 2016, commence à s'initier à la médiumnité. Est-ce que vous, depuis 2016, vous avez franchi le pas ? Non, j'avais eu une expérience de médiumnité quand j'avais 16 ans. Et j'avais fait tourner pas des tables, mais je m'étais amusée au Ouija. J'avais lu
À cette époque-là, je lisais beaucoup de choses. J'avais lu Les tables tournantes de Guernesey de Victor Hugo. J'étais très, très intéressée par le spiritisme. Et l'été de mes 16 ans, j'ai fait tout un tas d'expériences, donc avec un Ouija qu'on avait fabriqué nous-mêmes, et des lettres autour d'un verre, et on mettait notre doigt sur le verre très légèrement. On était 7, 8, 5, 6, 3, 4, ça dépendait des jours, et le verre bougeait et nous donnait des réponses. Donc ça avait été une expérience très, très forte, que j'avais légèrement prolongée après les vacances, mais chez moi, toute seule dans ma chambre. Et je m'étais rendu compte que quand je m'endormais, c'était plus difficile. J'avais l'impression que la chambre était quand même pas neutre. Et ça m'avait fait un peu peur. Et puis j'avais pas très peur, mais j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, le spiritisme, tu vas réveiller des tas d'énergie, des tas de choses. C'est pas forcément bon déjà de le faire dans ta chambre, mais c'est pas forcément bon d'essayer de contacter, entre guillemets, les esprits. Parce qu'à l'époque, je ne faisais qu'expérimenter finalement. Mais depuis cette période-là, donc depuis mes 16 ans, et c'était il y a quand même un certain temps, je n'ai jamais vraiment essayé de pratiquer la médiumnité. Ce dont je me suis rendu compte en développant l'intuition, parce que ça fait 20 ans que j'écris et que je donne des stages pour développer ces perceptions intuitives, mon intuition s'est développée très fort. Et il m'est donc arrivé de temps en temps, par exemple, d'avoir une image qui arrive, et puis cette image se révèle être quelque chose qui va se produire, ou de voir une de mes amies arriver et de sentir qu'elle est enceinte, des choses comme ça. J'ai eu quelques expériences, je dirais, sans les chercher, et souvent après la mort de personnes dans mon entourage, j'ai eu des expériences, je pense, qui ressemblaient à de la communication. Et puis j'ai une amie médium qui, elle, capte des messages très très régulièrement. Donc j'ai vécu, en étant au téléphone avec elle, par exemple, elle pouvait capter un message qui n'était pas forcément pour moi, mais il m'est arrivé d'en capter 2, ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait 30 ans, mais il y en a 2 précisément qu'elle a capté pour moi, pendant qu'on était au téléphone en train de parler. Et je dois dire que lorsque c'est arrivé, eh bien, j'appelle ça vibration, c'est peut-être énergie, le juste mot, je ne sais pas. Je sens qu'il se passe vraiment quelque chose qui n'est pas habituel, et je sens que c'est vrai, il y a quelque chose de vrai. C'est tout ce que je peux dire, lié à mon expérience. Mais moi, personnellement, non, je ne cherche pas à canaliser, je ne cherche pas du tout à faire des séances de médiumnité. Par contre, que mes personnages soient médiums, ça m'amuse follement. Oui, alors donc Maud, elle travaille dans une agence de voyage, elle n'est pas du tout branchée dans le spiritisme. Elle a sa copine Josette, qui est beaucoup plus âgée qu'elle. Josette, c'est un peu sa mère, sa mère de substitution, puisque Maud a perdu sa mère. Et Josette, elle, est médium. Maud, à l'époque, était fervente de lecture d'un écrivain à la mode qui s'appelle Thomas, qui, dans tous ses écrits, donnait des parcelles de vie de Maud. Donc Maud a rencontré Thomas. On retrouve tous les personnages qui étaient là à l'époque. Et est-ce que c'était Thomas qui avait dit à Maud que son ventre était un cimetière ? Non, pas du tout. Non, Maud, elle a eu une expérience adolescente, à 17 ans, elle a perdu un enfant à 3 mois, une fausse couche. Et son compagnon de l'époque le vit très mal, ce qui est plutôt intéressant, il le vit très mal, sauf qu'il lui dit « je vois ton ventre comme un cimetière maintenant ». Mais c'est très très violent. Donc elle explique de cette façon que ça l'a bloqué d'une certaine manière, et dans ses relations avec les hommes par la suite, même si elle en a eu, et dans le fait de faire un enfant. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin, parce que c'est forcément un besoin d'auteur, de mettre cette... Mais cette phrase, elle est arrivée comment ? Elle est arrivée parce que je l'ai déjà entendue. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça à une femme dans mon entourage. Voilà. Donc je me suis servi de cette phrase, mais disons que pour servir l'histoire, parce que ça arrive tout à fait au début, Maud est en train de lire un roman dans lequel une femme perd un bébé. Et c'est ce qu'elle a vécu elle-même à 17 ans, parce qu'elle en a 32 ou 34 au moment où le premier roman commence. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une phrase violente que je n'ai jamais oubliée, et qui a vraiment été dite par quelqu'un. J'y ai pensé après coup, je me suis dit j'aurais pu ne pas la mettre parce que c'était un peu trop violent, je trouvais. Pour moi, ça explique comment Maud a bloqué sur ça, a bloqué sur les hommes. Ensuite, ça explique un petit peu la psyché de Maud un petit peu plus. Elle a bloqué, non, parce que là, dans les Villiers, il y a Ludovic qui arrive. Ludovic qui, lui, a un enfant, parce que Maud, il semblerait qu'elle n'ait pas eu d'enfant. C'est ça, bon, c'est ça. Mais par contre, Ludovic a un enfant. Donc, elle a trouvé quand même l'homme de sa vie. Elle dit que c'est son complémentaire. Donc, on retrouve Maud, qui était présente. On retrouve Josette, la médium. On retrouve Thomas, l'écrivain.
Et on retrouve Bali avec toujours le guérisseur. Comment il s'appelle ce guérisseur? Alors, dans le roman, il s'appelle Suyo. C'est pas son vrai À nom. Bali, non, bien sûr, c'est un nom que j'ai inventé. À Bali, il s'appelait Jogorda Gederai. C'est un nom un peu compliqué, Jogorda. T-J-O-K-O-R-T-A, plus loin Guédé, G-E-D-E, plus loin Rai, R-A-I. Et il est mort au printemps, à l'âge de plus que 90 ans, je ne sais plus. Et il y avait un autre guérisseur que je consultais régulièrement quand j'allais à Bali, qui avait lui 50, qui n'avait pas 50 ans, qui avait à peine 50 ans. Et les deux guérisseurs sont morts à 2 jours d'intervalle. L'un de vieillesse et l'autre d'un AVC. Ça, c'était en avril cette année. Je vous dis ça pour vous dire que je vous donne son nom, mais plus personne ne pourra aller le consulter. Et c'est d'après le propriétaire du centre où je vais régulièrement à Bali, où j'allais régulièrement à Bali, on va parler pour l'instant avant Covid, c'est pour lui, c'était le plus grand magicien, guérisseur, philosophe de l'île. C'était vraiment un très très grand sage. Et personne n'a repris le flambeau? Enfin, il y a des guérisseurs à Bali qui vont travailler comme la méthode de guérison balinaise est une méthode qu'on retrouve assez souvent en Asie. C'est de l'acupression, c'est vraiment du travail qui se fait sur les orteils avec des petits bâtons. Donc le guérisseur va faire un diagnostic en poussant des bâtons à certains points d'acupuncture des orteils. Et ça fait très très mal dans un premier temps. Et puis après, il fait quelques incantations, il fait quelques soins à sa façon à lui. Et ensuite, la personne, quand il réappuie avec le petit bâton, ça ne fait plus mal. Et puis sur les oreilles aussi. Les oreilles, oui. Il ausculte, il ne le fait pas à tout le monde, et il ne le faisait pas à tout le monde. Mais effectivement, il auscultait l'intérieur des oreilles pour se faire une idée de ce dont la personne souffrait physiquement ou psychologiquement. Ce qui était très intéressant dans ces diagnostics, c'était qu'il allait dire à quelqu'un qui avait vraiment un problème physique, il allait lui en parler, mais il allait lui donner une origine. Il allait lui dire vous n'êtes pas heureuse dans votre vie amoureuse, ou bien vous n'avez pas une enfant. Enfin, je reprends les choses qui peuvent être arrivées à Maud. Il allait aussi donner des conseils, des informations, pas beaucoup, un petit peu. Il donnait des informations symboliques également. Donc, le directeur du centre, le propriétaire du centre, que j'appelle Wayan dans le roman, et qui existe, et qui a un centre à Bali, était un de ses élèves au niveau spirituel, au niveau philosophique. Ce n'est pas quelqu'un qui a son don de guérison. Mais donc lui, effectivement, c'est toujours servi de traducteur, pas tant traduire l'anglais en français, mais traducteur de la symbolique de ce guérisseur. Donc c'était vraiment un personnage comme on en rencontre assez peu, avec un don dans les mains, et puis toute une culture de la symbolique, des divinités, de toutes sortes de choses. Donc il était très impressionnant. Moi, je parle de ça parce que... Je me suis doutée qu'il était parti parce qu'il avait déjà 86 ans en 2016. Donc je me suis dit... il y a de grandes chances qu'il soit parti. Il pourrait toujours être là, mais je pense qu'il est toujours là. Et qu'on peut peut-être... Est-ce qu'il y a des photos de lui quelque part? Oui, on en trouve sur Internet. Je pense qu'en se branchant sur sa photo, on peut sûrement le rejoindre, voilà. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est là ce soir. Et que de toute façon... on va parler du roman Les Villiers, de toute façon, tout ça, on est tous liés, donc il est pas parti quelque part. Donc, Josette, la guérisseuse, non. Oui, elle est guérisseuse aussi, Josette. La médium, elle est guérisseuse. Elle a quel âge? 70 ans, Josette? Ouais, c'est ça. Alors, je crois que je lui avais donné 74 ou 75 dans le premier roman. J'avais dit 70 ans passés. En fait, je m'en souviens pas là, comme ça. Je ne sais même pas si j'avais donné un âge précis, mais elle avait plus de 70 ans dans le premier. Alors attention, le deuxième arrive 5 ans plus tard, mais dans l'histoire, l'histoire se passe 1 an après le premier. Même si moi j'ai mis le temps qu'il m'a fallu pour l'écrire, temporellement, on est 1 an après la sortie du premier roman, c'est-à-dire donc si elle avait 74 ou 75, elle a 75 ou 76. Et elle est encore très alerte, elle est en pleine forme. Elle existe vraiment, Josette? Alors non, Josette, c'est un personnage. C'est vrai, Josette, mais c'est un mélange. Alors effectivement,
j'ai entendu un auteur le dire il n'y a pas longtemps et j'abonde vraiment dans ce sens. On crée des histoires. Quand c'est de la fiction pure, c'est vraiment de la fiction pure. Il y a des idées qui viennent, on part dans une histoire. Les personnages peuvent souvent être inspirés de personnages qu'on a rencontrés, mais qu'on va romancer, et à qui on va ajouter d'autres qualités ou d'autres défauts, peu importe. Mais c'est-à-dire qu'il y a presque une une image de quelqu'un quand on crée un personnage. Josette, il se trouve que j'ai connu une guérisseuse qui s'appelait Josette il y a une vingtaine d'années, et je vois la bonhomie de son visage. Donc, quand je décris Josette de mon livre, je vois cette guérisseuse qui, à l'époque, avait dans les 70 ans, à mon avis, et je vois son visage. Et quand j'essaie de décrire Josette, j'ai encore le visage de cette femme que j'ai même un peu oubliée, puisque ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas vue. Et ça s'arrête là. Et elle s'appelait Josette. Et alors, c'est vrai qu'au départ, ma Josette a été inspirée par ce visage, le physique de cette femme et sa bonté, sa bienveillance. Et le fait que je pense qu'elle était médium aussi, mais sauf qu'elle Elle n'a pas parlé. Pas ça dans son travail, elle était guérisseuse. Mais sinon, je connais pas de guérisseuse. Enfin voilà, j'ai pris le physique de quelqu'un, puis après j'ai créé mon personnage. 2 ou 3 amis médiums, mais aucune d'elles vraiment n'est représentée dans Josette. Oui, mais est-ce que c'est pas Josette qui est venue plutôt de l'au-delà? Parce qu'il y a de grandes chances, si elle avait 70 ans. Moi, je veux pas tuer tout le monde ce soir, hein, mais il y a de grandes chances qu'elle soit plus là. Est-ce que c'est pas Josette qui est venue vers vous quand même? Parce que cette Josette, c'est quand même un personnage. Elle s'inquiète pour vous. Enfin bon, elle est à redécouvrir. Pour Maud, hein, attention, oui. Pour Maud. Quand j'ai créé Josette, c'était en 2005, puisqu'il m'a fallu 8 ans pour écrire le premier roman. Alors quand je dis 8 ans, c'était pas 8 ans tous les jours, hein, c'était 8 ans quand j'avais une idée. J'écrivais. À ce moment-là, je savais pas qu'il suffisait que je me mette devant mon écran et que je me dise, bon allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant, et de laisser venir l'inspiration. J'attendais toujours qu'un événement du roman vienne, et à ce moment-là, je me remettais à écrire. C'est pour ça que j'ai mis 8 ans. Ensuite, il y a eu 2 ans de retravail. Enfin, je l'ai commencé en 2005, le roman. Et Josette est venue tout de suite. Et à cette époque-là, en 2005, je pense que ma Josette guérisseuse existait encore. Je l'avais pas revue depuis peut-être 3-4 ans, je dirais, mais c'est tout. Bon, en tous les cas, elle est encore là, Josette, au même titre que Soyo. Ils sont tous là. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, 98.fr. Sur toute la planète Terre, nous poursuivons ces vies liées. On poursuit cette émission avec Catherine Balance. On a vu qu'on retrouve dans son deuxième roman Maud, on retrouve Josette, on retrouve Thomas l'écrivain, on retrouve aussi Soyo le guérisseur. On n'a pas parlé du docteur Favel, il apparaît, mais rarement, mais il apparaît. Ce docteur Favel, il est psychiatre. Catherine Balance. Il est neurologue. Et on retrouve Ludovic aussi. Elle l'avait rencontré dans la dernière partie du premier roman. On retrouve Ludovic. C'est pas gênant. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment lire le deuxième roman sans avoir lu le premier. Ce sont vraiment 2 histoires distinctes. Mais on retrouve effectivement, si on veut en savoir plus sur les personnages, on retrouve comment tout a commencé dans le premier roman. Voilà. Et ça devient une saga si vous en faites 3, 4, 5. Ouais. Donc on retrouve aussi Ludovic. Et puis il y a 2 nouveaux personnages qui arrivent. Une fameuse Émilie qui, elle, arrive un peu avant sa rencontre. C'est-à-dire que Maud, avec Josette, l'aperçoit avant de la rencontrer. C'est le rêve un peu de Maud, de cette femme. Oui, elle l'aperçoit quelques secondes, hein, juste. Elle vient s'asseoir sur un banc dans la salle d'embarquement et elle la voit, mais elle se parle très très vite. C'est rapide. Mais elle l'avait pas vue juste avant. Alors, je laisse planer un doute sur le fait que Maud fait un rêve au tout début du roman, où elle voit une jeune femme, et je laisse planer un doute parce que je ne sais pas si on fait la relation tout de suite avec la rencontre avec Émilie. En tout cas, vous l'avez faite. Ben ça, c'est des choses qui nous arrivent en rêve, de voir vraiment le visage de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on se dit qu'on va rencontrer. Franchement, c'est une fraction de seconde, on voit un visage, et on sait que ce visage, on ne peut pas le dessiner, on ne peut pas en parler, mais que le jour où on va le rencontrer, on va le reconnaître. Mais disons que j'ai laissé un doute planer. Hein, au tout début du livre, il y a un rêve de Maud, mais on ne sait pas si c'est
une réminiscence du passé. On ne sait pas si c'est quelque chose qui va lui arriver. On ne sait pas qui est la personne dont elle parle. Elle a juste rêvé ça. Et ce rêve va être récurrent. Il va revenir à une ou deux reprises ou trois. C'est plutôt un cauchemar d'ailleurs. Et puis on fera le lien. On aura la concrétisation du lien plus tard. Voilà. Ouais. Donc elle rencontre Émilie, qui est une jeune femme, hein, un peu plus jeune qu'elle, je pense. Un peu plus jeune qu'elle, oui. Elle a 27 ou 28 ans. Il y aura aussi un Vincent qui va arriver. Notre Émilie sera amoureuse. Il y aura une grosse histoire au niveau des pervers. Des pervers, plus que des pervers, là. C'est plus que de la perversion. Ben, c'est de la perversion. Pour moi, c'est de la perversion narcissique. Elle est poussée à l'extrême, là. Ben, un vrai pervers narcissique est rarement modéré. Hein. Alors, c'est vrai, il y a toutes sortes de gradations avec les pervers narcissiques. Ça peut commencer juste par des réflexions, des remarques, enfermer un petit peu la personne dans son univers à soi pour qu'elle ne sorte pas, qu'elle perde de sa liberté. Ça, c'est un premier niveau, on va dire. Et puis, ça peut aller jusqu'à ce que vous découvrirez dans le roman. Jusqu'à ce qu'on voit dans le roman, mais pire aussi que ça. Pire, le pervers narcissique dans ses actions les pires, c'est un psychopathe qui peut tuer. Mais là, évidemment, c'était pas le sujet du livre. Je suis pas encore prête, en tout cas, je sais pas si je le serai un jour, pour créer une histoire dans laquelle il y a vraiment quelque chose d'horrible qui se passe, hein, du type crime, par exemple. Il a effectivement des traits de pervers narcissique assez poussés. Il a un souci psy évident. Hein. Il fait une incursion dans quelque chose de psychotique. Et puis, il a quand même une possibilité de rédemption, ou en tout cas de début de rédemption. Et c'était ça aussi que je voulais montrer. Mais tout ça est pour servir l'histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire d'une rencontre. D'une rencontre avec beaucoup d'affinités. Qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre et qu'on voit les affinités qu'on a avec un être? C'était ça mon thème de départ et sur lequel sont venus s'installer. Par exemple, cette histoire, ce qui arrive à Émilie, c'est vraiment le personnage d'Émilie qui m'a dit il faudrait qu'il m'arrive un truc comme ça, aussi sérieux que ça. Et donc je le dis pas, je le nomme pas pour que le lecteur le découvre, mais voilà. Il fallait que dans l'histoire d'amitié d'Émilie et Maud, quelque chose d'assez sérieux, d'assez grave se produise pour qu'elles comprennent mieux les liens qui existent entre elles. Oui, ça c'est qu'une partie du roman parce que c'est plein d'histoires, enfin plein d'histoires qui s'en mêlent. On verra pourquoi finalement Maud a rencontré Émilie et qu'est-ce que Émilie est dans son histoire. Voilà, il y a une histoire de gémellité. Une grosse histoire de gémellité qui est toujours des choses in utero et de gémeaux ou de jumelles perdues pendant la grossesse. Ouais. C'est une partie du livre qui m'a beaucoup plu. C'est ce questionnement sur les relations de jumeaux. De jumeaux et de jumelles perdues. Ouais. C'est-à-dire de ce deuil qui est impossible à faire puisqu'on n'en a pas conscience. Dans vos livres, il y a une bibliographie à la fin avec les auteurs qui vous ont permis de travailler sur ce que vous apportez. Parlez du docteur Claude Imbert qui a écrit Un seul être vous manque en 2004. C'est un médecin gynécologue et aujourd'hui elle forme, je ne sais pas si elle reçoit en consultation individuelle, mais elle forme des thérapeutes. Elle forme et donc dans votre livre vous indiquez ce qui pourrait permettre de croire qu'on n'a pas été seul dans le ventre de notre mère. Sur le fait déjà d'acheter des choses en double. Il y avait d'autres exemples. Donc là, ce que le docteur Claude Imbert, donc pas dans le livre mais dans la vie, ce que le docteur Claude Imbert, son grand thème de vie, c'est de montrer que par certains types de comportements et de choses que l'on fait dans sa vie, on peut se rendre compte qu'il y avait un jumeau in utero dans le ventre de sa mère qui n'a pas survécu. Et on parle d'une époque avant les échographies, on parle jusqu'aux années, je dirais, 70, peut-être 80, mais c'est autour des années 70 ou un petit peu après, qu'on a commencé à avoir des échographies au 4e mois, ou même parfois un petit peu avant. Mais en tout cas, tous les fœtus qui n'étaient pas viables et qui partaient au bout de 3 mois,
ne pouvait pas être vue à l'échographie. Et le docteur Claude Imbert pense qu'il y a au moins 15% de la population qui a eu un jumeau perdu comme ça, in utero. C'est très intéressant comme étude, ce qu'elle a fait toute sa vie. Et du coup, elle a fait un genre de portrait, ou en tout cas elle a répertorié tous les signes qui peuvent nous montrer que peut-être on a eu un jumeau et on le sait pas. Et en particulier cette chose tout à fait amusante des chaussettes, ne pas du tout supporter d'avoir ou des chaussettes dépareillées ou dans la lessive d'en oublier une dans le panier à linge. Ça va pas rendre malade. Je dis nous parce que je me reconnais dans la perte du jumeau. Ça, je dois dire que cette partie-là me parle beaucoup. On va acheter les choses en double parce que on va dire tiens, j'adore ce chemisier, je vais l'acheter en double parce que je veux le garder le plus longtemps possible. C'est la raison officielle qu'on peut se donner. Et en fait, c'est souvent inconsciemment pour acheter pour l'autre. On achète pour soi et on achète le même pour l'autre. Et si on parle de cette histoire de gémellité, c'est ce qui est la clé du livre. C'est la clé du livre, oui. C'est une des clés du livre, mais c'est pas la seule clé, parce que ces vies liées, elles sont faites aussi à des incarnations différentes sur différents plans. Et c'est ce qui est très intéressant dans le livre. Ces vies parallèles. C'est très matériel. L'histoire que vit Émilie avec Vincent, c'est très matériel, alors que le reste, c'est plutôt des histoires spirituelles. Puisqu'on va parler de faire des lettres, écrire des lettres aux ascendants ou aux descendants. Des lettres aux ascendants. Aux ascendants, oui. C'est une médium qui s'appelle Joëlle Duchemin, qui fait ça depuis très très longtemps. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Les Mémoires ancestrales. En médiumnité, elle capte tout ce qui ne va pas dans la lignée. Si c'est une femme de la femme, si c'est un homme de l'homme, et elle va être guidée par ses guides, si tu veux. Elle va donner tout un menu de lettres à écrire dans un certain ordre aux personnes de sa lignée. Et donc c'est des lettres où tu écris tout ce que tu as à dire, comme toi tu pourrais écrire à ta mère tout ce que tu as envie de lui dire que tu lui as jamais dit, ou tout ce qui te vient spontanément sans réfléchir. Et ces lettres aux ascendants à découvrir dans Les vies liées de Catherine Balance, le fait qu'on aurait des vies antérieures qui ne sont pas terminées dans les autres dimensions, qu'on pourrait vivre aussi sur plusieurs dimensions en même temps. Ça, c'est un peu la théorie de Guillemot, que finalement on vivrait pas qu'une seule vie et qu'à un seul moment, mais que tout serait lié, d'où le titre aussi, Les vies liées. Alors c'est vrai que moi, lorsque je pense à ces vies liées, je pense souvent à des vies antérieures, donc liées avec la notion d'espace-temps, de passé, de présent, de futur, parce que c'est un peu la culture finalement dans laquelle j'ai baigné ces 20 dernières années, dans tout ce que je lisais. Et puis il y a quelques temps, déjà quelques temps quand même, j'ai écrit un livre sur les synchronicités il y a pas mal d'années avec le docteur Dominique Bourdin, et c'est lui le premier qui m'a parlé de vie superposée. Il me dit, imagine que tu as une vie, et puis tu es comme un comptoir de bar, tu as une facturette, et le serveur met cette facturette sur une pique et l'enfonce, et donc elle se retrouve en bas. Elle se retrouve la première de la pile, et puis ou une pile, même s'il n'y a pas cette pique. Et donc chaque vie serait l'équivalent d'une facturette, d'une note qu'on a à payer dans un restaurant ou dans un bar, et puis les notes s'accumulent. Mais dans le fond, même si la première dans le temps, c'est la première qui a été placée là, pour lui c'était uniquement superposé. C'était pas. Alors il le montrait avec cette image de pile. Mais pour lui, ce qu'il m'expliquait lui de ce qu'il avait compris de la physique quantique, c'était cette notion de vie superposée. Donc il n'y avait plus de notion d'espace et de temps. Et j'avais retenu ça. On a écrit ce livre en 2005-2004. Donc j'avais retenu cette image. J'ai pas planché là-dessus. J'ai pas du tout le bagage scientifique pour plancher là-dessus. Mais j'avais trouvé l'image très intéressante. Et ensuite, mes enseignants aussi en hypnose et en PNL ont parlé de vie parallèle. Et donc, par exemple. Moi, à l'âge d'aujourd'hui, dans ma personnalité, il y a toutes les Catherine, celle de 3 ans, celle de 12 ans, celle de 25 ans, celle de 50, celle de 100 ans aussi, celle d'avant, celle de plus tard. Et qu'elles ont toutes une potentialité. Et ça m'avait toujours beaucoup intéressé ces images. Et du coup, dans le livre, je propose de réfléchir soit au fait que les vies sont parallèles, mais alors du coup, se vivent en même temps que la nôtre. Donc si par exemple à 20 ans j'ai hésité entre
un garçon ou un autre, eh bien, il y aurait la Catherine qui a fait un choix et l'autre Catherine qui a suivi l'autre choix. Mais dans un monde parallèle. Il y avait eu une série à un moment donné, il y a quelques années de ça, sur des gens qui arrivaient à passer d'un monde parallèle à un autre monde parallèle et qui vivaient donc des vies parallèles. C'est l'idée que finalement qu'on peut se démultiplier. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est l'idée que si on peut se démultiplier, si ça se trouve, on vient d'une conscience commune. Et que cette impression d'avoir plusieurs vies, ça peut être une autre partie de la conscience qui les vit. Enfin, tout ça n'est pas très clair dans mon esprit. Je ne sais pas comment je vous le donne là, si c'est plus clair pour vous, mais voilà, ça me passionne d'imaginer que soit on a des vies qui se suivent, et donc avec la notion d'antérieur et de futur, soit on a des vies parallèles, invisibles, qu'on ne voit pas. D'ailleurs, j'ai failli aussi appeler le livre Les liens invisibles, les vies invisibles, mais le titre existait déjà en grand nombre et je voulais pas mélanger trop les gens avec des titres semblables. Oui, à la page 51, bien sûr, on ne peut rien affirmer, mais j'ai reçu de nombreux messages dans ce sens. Nos guides parlent soit de vies passées qui se suivent chronologiquement, soit ils se réfèrent à des vies parallèles se déroulant tout en même temps. Et moi, j'ai cette image qui me vient, et je pense que vous l'avez vécu aussi, cette image de voir avancer devant nous dans la rue une petite fille qui nous ressemble pas forcément physiquement, mais qui pourrait être la petite fille qu'on était juste avant, qui nous regarde, et qui nous regarde avec un regard comme si elle nous voyait nous comme ce qu'elle sera plus tard. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est pas arrivé forcément avec des petites filles, mais ça m'est arrivé avec des jeunes filles. Des jeunes filles, je dirais, avec un franc-parler, peut-être légèrement impertinente, ou en tout cas amusante quand elles parlent, qui envoient des propos qui me font sourire, que j'adore, etc. Et tout d'un coup me rendre compte que je parlais comme ça à leur âge. J'ai retrouvé, à la mort de ma mère, j'ai retrouvé des lettres qu'elle avait gardées précieusement d'un voyage que j'avais fait à 21 ans, 22 ans en Amérique du Sud. Et dans ces lettres, je parle d'une façon, c'est absolument pas ma façon de parler d'aujourd'hui, mais il y a une espèce de gouaille, il y a une espèce de fraîcheur, de vitalité, et parfois, chez des jeunes gens, donc des jeunes filles, surtout de 20, 21, 22 ans, quand je retrouve cette façon de parler, j'ai l'impression d'avoir une petite sœur, une petite moi, je sais pas, en tout cas je me retrouve dans la personne que je rencontre et c'est très joyeux, c'est très gai. Voilà ce que je sais qui m'est déjà arrivé. Mais heureusement parce que j'ai ces lettres qui me rappellent comment je parlais, parce que sinon je m'en souviendrais pas comment je parlais à 20 ans. Comment je m'adressais aux gens. Oui, à l'époque on n'enregistrait pas trop de choses, hein. Non. C'est dommage. Moi, c'est une image de petite fille, c'est un regard d'une petite fille qui venait vers moi dans un village à la campagne et qui m'a croisée, on ne s'est pas quitté du regard et il y avait vraiment une connexion d'âme à âme, c'est-à-dire du chemin qu'elle allait avoir à faire elle et du chemin que j'avais parcouru moi. Et franchement, elle était... c'était étrange, voilà. Donc je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres gens. Ça m'est arrivé qu'une fois avec cette gamine qui devait avoir, je sais pas, moins de 10 ans en tout cas. Moins de 10 ans. Avec les bébés parfois. Oui, alors avec les bébés, c'est clair qu'on se rend compte tout de suite qu'ils sont là. Hein. Oui, on a vraiment l'impression que c'est des lectures d'âme. Le regard va très très loin. On a l'impression que le regard va très très loin à l'intérieur, le regard du bébé. Hein. Ou en tout cas, l'impression aussi qu'il y a une forme de reconnaissance. Enfin, dans le sens de... On se reconnaît. En tout cas, j'ai quelques bébés autour de moi là dans la période que je vis et que je vois souvent et effectivement c'est impressionnant. Troisième partie de cet au-delà du miroir avec Catherine Balance, Les vies liées, un roman chez Libri Nova. Juste avant de prendre son avion pour Bali, Maude, initiée à la médiumnité depuis peu, rencontre une jeune femme, Émilie, avec laquelle elle se découvre très vite des affinités, mais plus elle avance dans cette relation, plus elle ressent de l'anxiété, la peur de perdre cette nouvelle amie, une peur incontrôlable jusqu'au jour où elle ne reçoit plus de nouvelles d'elle. Persuadée qu'Émilie court un danger, Maude part à sa recherche, n'écoutant que son intuition, malgré les protestations de son entourage. Ça, c'est la 4e de couverture. Il y a une question sur la méditation et sur les entités négatives qui peuvent nous incorporer. Et il y a cette phrase, on ne capte pas les gens quand ils sont en méditation.
Est-ce que la méditation peut nous protéger, Catherine Balance? Alors, franchement, j'en sais rien. Je sais même pas pourquoi j'ai affirmé ça avec autant d'assurance dans le roman. Je pense que je sais pas si on est protégé en méditation parce qu'on est aussi en même temps encore plus ouvert au niveau de tous nos canaux, de tous nos chakras. Il fallait que je trouve des petites règles parce que j'ai inventé tout un tas de petites choses qui existent peut-être, mais moi que je ne connaissais pas. Dans le travail de médium de Josette, j'ai imaginé qu'il y avait certaines petites règles. Que si on mangeait léger avant ou après, c'était mieux pour capter des entités. Bon, c'est des choses qui me sont venues comme ça. Et là, quand elle dit, quand on est en méditation, on capte moins la personne parce qu'elle est bien, ça laisserait entendre qu'on va capter davantage les âmes qui ont besoin d'aide. Et donc, si la personne ne va pas bien, on va capter qu'elle va pas bien parce qu'elle a besoin d'aide. C'est peut-être la réalité, hein, je sais pas du tout. Ça, c'est vraiment de l'ordre de ce que j'ai inventé pour le rôle. Enfin, inventé, ou en tout cas ce que j'ai imaginé, parce que j'ai certainement pas inventé beaucoup de choses, mais ce que j'ai imaginé qui pouvait se passer. Si j'ai besoin d'aide, je suis pas bien, ça va se transmettre plus vite à la médium que si je suis en pleine méditation, relaxation, tout à fait zen, tout à fait tranquille. J'ai peut-être moins besoin d'aide et du coup, la médium va peut-être pas capter. Mais dans le récit, elle dit ça pour que Maud comprennent que si on ne capte pas, c'est que peut-être la personne va très bien et n'a pas besoin d'être captée. Comme je disais, j'ai 2-3 amies proches médiums. Je ne suis pas allée vérifier avec elles. Est-ce que tu crois que quand quelqu'un va bien, tu ne captes pas cette personne? Je pense que si je pense à une de mes amies médiums, elle me dirait si, on sent que la personne va bien. Je sais qu'avec mes amis, parfois certains de mes amis, quand je pense à eux d'une certaine manière, je les appelle, ils vont pas forcément bien. Mon appel est utile à ce moment-là. Je pense que c'est ça qui a dû m'inspirer à écrire cette phrase. On va revenir sur Vincent. À la fin du livre, dans les notes et bibliographies, vous écrivez au chapitre 30 ce qu'Émilie suppose de l'impact des images violentes sur le comportement vient de plusieurs études qui reconnaissent l'augmentation de l'agressivité et de l'insensibilité chez un certain nombre de sujets. Toutes ces images violentes, mais c'est pas que des images, c'est des informations violentes qu'on nous donne. Toutes ces séries violentes, ça impacte Vincent, puisqu'il ne vit qu'avec ça, et ce qui fait qu'il va passer à l'acte. Alors c'est une possibilité, ça reste toujours une question en fait. Émilie se pose cette question, ça doit être toutes ces choses horribles qu'il voit sans arrêt, toutes ces images violentes, ça a dû finalement l'insensibiliser ou faire que la violence en image ne lui fait pas le même effet. Il y a moins de morale. C'est comme une forme d'accoutumance. Je me souviens, mes filleuls, qui sont grands maintenant, mais quand ils étaient plus petits, il commençait à y avoir pas mal d'images violentes à la télé qu'ils regardaient. Et moi, quand je faisais « Oh là là, c'est affreux », quand je voyais un truc un peu sanglant et tout ça, et eux souriaient et me disaient « Mais non, c'est rien, c'est que du cinéma ». Ils arrivaient à relativiser le fait que ce soit que du cinéma. Mais dans le fond, ils étaient moins sensibles que moi à des images violentes. Donc, quelque part, ça leur faisait moins peur. Ça nous sert à ça aussi, d'avoir des réactions devant des images violentes. Ça nous sert à avoir une réaction appropriée. Donc, si je suis de plus en plus habituée à avoir des images violentes et que ça me fait de moins en moins d'effet, très certainement qu'à un moment donné, et là on parle d'une psychologie, celle de Vincent, qui est quand même celle de quelqu'un qui n'est pas très équilibré, de toute façon, là, dans ce passage du livre. On peut tout à fait imaginer que pour lui, faire un acte même criminel, comme ce qu'il fait, parce qu'il fait un acte illégal, en tout cas dans le livre, c'est pas si grave que ça. Il l'a vu tellement de fois, où il y a une forme d'insensibilisation, c'est vraiment ça. C'est notre société, on devient insensible à la misère aussi. Tout ce qui est répétitif, on devient insensible aussi à ce qu'on vit en ce moment sur les pertes de liberté. Alors là, on en a un petit peu moins l'habitude, c'est juste 1 an et demi, ça serait intéressant à étudier. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut combien de temps pour s'habituer? Ça, je ne sais pas combien de temps il faut, je dirais un certain temps. Probablement qu'on commence, effectivement, et là ça fait 1 an et demi, donc c'est plusieurs mois, on peut commencer à s'habituer à un nouveau schéma, un nouveau système, où le fait de manquer de liberté n'est pas aussi grave qu'avant, pour certains en tout cas. Et pour les enfants qui naissent dans cette société, ils n'ont même pas assez habitué, ils seront confrontés à ce manque de liberté. Oui, par exemple,
tous les discours qu'il y a eu sur le masque par rapport aux tout petits enfants obligés de porter le masque, de voir des adultes avec le masque et de ne pas pouvoir toucher les gens. C'est sûr que pour les tout petits, on le voit quand on a des tout petits autour de soi, ils hésitent. Ils ne se jettent plus aussi facilement dans les bras depuis un an. Enfin, ça, je l'ai remarqué. Donc, je pense que effectivement, c'est une affaire de, je ne sais pas. À mon avis, c'est différent pour chacun. C'est-à-dire que combien de fois faut-il que je voie des images violentes pour commencer à me désensibiliser? Si je prends mon cas personnel, moi, il me faut des années d'images violentes, je pense. J'adore les policiers. J'adore regarder les policiers parce que dans mon esprit, en tout cas, mes livres sont construits un peu comme des policiers. Pour moi, il y a du mystère, il y a de l'enquête, même s'il n'y a aucun mort et pas de sang et rien de trop dur. Donc, j'adore les policiers. Mais aujourd'hui, je ne peux pas regarder des choses qui sont interdites au moins de 16 ans et même des fois au moins de 13 ans. Et même parfois encore au moins de 12 ans, parce que les images me plaisent pas. Mais dès que je le sens, alors j'adore toute la construction du policier, parce que c'est vraiment ma structure au niveau du récit. Hein. Ça m'intéresse énormément, la structure du policier. Mais alors je vais regarder un Agatha Christie à l'ancienne, alors que dans les nouveaux films où il y a trop de violence, j'ai beaucoup de mal et je regarde pas. Mais il m'arrive quand même de temps en temps de ne pas pouvoir échapper à certaines images. Et moi, ça me fait vraiment de l'effet. Je peux faire des cauchemars sur une image. Après, j'oublie assez vite. Maintenant, ça va. Mais donc moi, je suis assez sensible. Donc chez moi, ça prendra quand même je pense, en tout cas, je suis pas devenue insensible aux images. Je suis toujours très sensible aux images. Mais je pense que pour d'autres types de sensibilité, des gens qui sont moins sensibles à ça, ou qui beaucoup plus tôt dans leur vie, comme mes filleuls l'ont vu en images, il n'y aura pas une réaction de peur, de dégoût, de dire c'est horrible. Et donc, il y a une forme de début d'insensibilisation. De là à ce qui passe à l'acte, évidemment, c'est encore une autre histoire, bien sûr. Et on ne va certainement pas dire que quelqu'un qui voit beaucoup d'images violentes passe à l'acte. Ça devient une normalité, et puis sans regarder des films, en regardant les actualités sur les manifestations, enfin, les images violentes, elles sont là sans forcément que ce soit dans les films. Absolument. Elle est là, dans la vie réelle, c'est là. C'est que pour passer à l'acte, il faut quand même que quelqu'un ait déjà au départ une pathologie qui lui permette de passer à l'acte. Ne passe pas à l'acte tout un chacun. Je veux dire, sauf en cas peut-être de vie ou de mort, de légitime défense, des choses comme ça, on peut peut-être passer à un acte plus violent. Tout un chacun, je dirais, et encore, je suis pas sûre. Mais je parle de gens qui passent à l'acte, donc au point de faire des choses qui ne sont pas légales. Les Villiers, il y a un sous-titre qui est Sommes-nous destinés à nous rencontrer, et l'importance du sous-titre est là. Est-ce qu'on est tous destinés à nous rencontrer? Et qu'est-ce qui se passe quand on se rencontre? Qu'est-ce que ça apporte? J'ai fait le choix de mettre ce sous-titre. Je n'étais pas obligée de mettre un sous-titre parce que pour moi, c'est la question principale du roman. Ce roman, c'est l'histoire d'une rencontre. Et à la fin, on va comprendre tout ce qui a pu se jouer pour qu'effectivement cette rencontre soit comme une évidence. Hein. Mais au départ, c'est l'histoire d'une rencontre et la question qui se pose tout le long du roman, c'est, avec ce qui est apporté comme élément de réponse à la fin, c'est est-ce que nous nous connaissons d'avant, avant étant une vie antérieure ou bien une vie parallèle? Est-ce que nous sommes issus d'une même conscience? Pour les gens avec qui on a des affinités, j'entends, hein. Mais même pour ceux avec qui on n'a pas d'affinité, c'est quand on n'a pas d'atome crochu et que il y a du conflit, il y a aussi probablement, on peut imaginer qu'il y a peut-être eu des rencontres antérieures. Qu'est-ce qui fait, dans le fond, qu'une personne m'attire au point de devenir amie ou que ce soit un amour? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte de certitude à un moment donné où je me dis, mais ou bien je me rends compte qu'il y a tellement de points communs, il y a tellement d'affinités, c'est tellement facile. Émilie et Maud à Bali, elles vivent vraiment, c'est tellement facile leur cohabitation. Et on sait très bien, enfin je dis on, mais je pense que je suis pas la seule à avoir expérimenté ça. Il y a des personnes avec qui on voyage très très bien et d'autres avec qui c'est pas possible. Il y a des personnes avec qui on s'entend assez facilement dans le quotidien, dans l'intime, et d'autres c'est pas possible. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, ni avec la force de l'attraction pour une personne. Ça a vraiment à voir avec oui, c'est vrai, une forme de gémellité, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'on retrouve ça ici sur Terre dans la vie, on retrouve ça avec les jumeaux, ce lien très fort qu'ils ont. Avec ce roman, je posais la question des liens. Pourquoi je vais vers telle personne et pourquoi on est si bien ensemble? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui peut
Où est-ce qu'on... Alors ça, je ne le développe pas du tout dans le roman, mais l'envers de cette question, c'est est-ce qu'on a juste des atomes crochus qui se manifestent par une vibration, du magnétisme, et on va les uns vers les autres, et puis c'est tout? Est-ce qu'il y a vraiment du sens à cette vie, qu'on se retrouve, qu'on ne se perd pas quand on meurt, qu'on se retrouve, qu'on a cette possibilité de se retrouver à travers des personnes physiques ou à travers une conscience qui nous nourrit de mémoire, avec des événements qui se sont produits ou qui ne se sont pas produits, mais qui nourrissent nos liens, qui nourrissent notre conscience, qui nourrissent le sens que l'on peut donner à qu'est-ce que je fais là sur cette terre? Parce que pour moi, il n'y a pas quand même d'autres questions que ça. Mais dans ce livre-là, je vais vraiment aller explorer les liens affectifs. Ça nous est tous arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois et d'avoir l'impression qu'on le connaît. Depuis toujours. Ouais, et c'est vice-versa. Des fois, c'est pas réciproque, hein. Des fois, ça nous arrive et c'est pas réciproque. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon. Alors, c'est peut-être pas réciproque de la même manière, parce que la personne est individuelle. Elle a une façon d'être. Par exemple, deux personnes peuvent se rencontrer, c'est très fort. L'une peut l'exprimer, l'autre peut pas l'exprimer. Ou l'une va l'exprimer comme Maud en téléphonant sans arrêt, et l'autre ne va pas pouvoir l'exprimer de cette façon. C'est pas le genre à téléphoner. Et peut-être que parfois on rencontre quelqu'un, on est sûr que, et ça n'est pas confirmé par ce qui va se passer ensuite. Ça ne veut pas forcément dire pour autant que cette sensation de connaître l'autre ou cette sensation d'affinité n'existe pas. C'est pas juste du fantasme dans la tête de quelqu'un de se dire cette personne-là, je la connais. Je pense qu'il y a nos individualités. Par exemple, je peux ressentir une affinité très très puissante avec, je veux dire n'importe qui, un Sting par exemple, super grosse vedette. Et peut-être que si on avait l'opportunité de se connaître, il sentirait lui aussi qu'on a des choses à partager. J'en sais strictement rien. C'est le premier nom qui m'est venu parce que je l'ai jamais rencontré, donc c'est facile de prendre quelqu'un de complètement, qu'on ne connaît pas. Mais lui, dans sa vie d'artiste hyper connu, avec énormément de gens autour de lui, même s'il ressentait quelque chose d'assez puissant, est-ce qu'il irait quand même dans une histoire d'amitié? Est-ce qu'il aurait le temps de ça? Je pense que vraiment chaque personne a des contextes différents et aussi des manières de manifester l'intérêt pour quelqu'un différent. C'est peut-être ça qui fait que pour moi ça va être très important, pour lui ça ne le sera pas, ou l'inverse. Et puis ça peut être très surprenant. Moi je sais que ça m'est arrivé une fois. Et très surprenant et presque angoissant. C'est-à-dire on se demande pourquoi la personne nous regarde comme ça alors qu'on n'était pas préparé et on n'a pas la réponse. C'est-à-dire qu'on ressent un regard qui est plus que perçant, qui est un regard qui nous pénètre et qui demande une réponse qu'on n'a pas. Comme un livre ouvert. C'est ça, c'est que, comme vous parliez tout à l'heure des additions qui s'empilent sur un pic, on est des livres ouverts, pour ceux qui savent lire. Ou pour qui c'est le bon livre, hein. C'est-à-dire qu'on est tous des livres ouverts. Et certains, c'est vraiment la question des affinités. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a avoir une attention subtile à ce qui peut être lu, à ce qu'on peut capter, deviner de l'autre, mais il y a des personnes pour qui ça se passe sans qu'ils aient le temps même de le réfléchir, de le verbaliser intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas aller chercher quelque chose de subtil chez l'autre, mais qui vont le ressentir sans savoir ce qui se passe, et donc aller vers quelqu'un parce qu'ils se sentent attirés vers quelqu'un, sans forcément savoir pourquoi, sans forcément comprendre ce qui se passe, mais il va y avoir une forme de reconnaissance de l'autre qui ne sera pas forcément formulée, qui ne durera peut-être que quelques secondes, même si la personne ne sait pas lire. C'est les affinités électives, je crois que c'est Goethe qui disait ça. C'est-à-dire que finalement, on est tous en train d'écrire la même histoire, dans des livres différents. C'est ça, avec des styles différents et des sensibilités différentes qui vont correspondre à certains, pas à d'autres. On le sait tellement bien quand on écrit et justement quand on produit des livres que certains vont adorer, d'autres vont détester, d'autres vont être indifférents. Et il y a toutes sortes d'avis différents et ça n'enlèvera rien à la qualité du livre. Catherine Balance, on attend le 3e. Je suis sur Les Villiers de Catherine Balance aux éditions Libri Nova. Vous avez un site qui s'appelle Catherine Balance. Qu'est-ce que vous prévoyez dans les mois qui viennent? Je sais que je vais participer dans 2 mois à un week-end, être 2 animatrices, dont une est une médium
Mais elle va faire quelques conférences. Et moi, je vais donner un atelier sur les signes. Donc, un atelier sur le développement de l'intuition et l'attention aux signes. Comment je peux m'ouvrir davantage à recevoir des signes. C'est un week-end, c'est en Bretagne, c'est au-dessus de Vannes. Tous les détails seront sur mon site dans très peu de temps. Depuis le début de cette crise Covid, je privilégie surtout les sessions individuelles et en visio, les sessions individuelles en visio. Et on travaille essentiellement sur l'intuition et la prise de décision. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec une situation de vie sur laquelle la personne veut un éclairage. On va cheminer pendant 1h30, 2 heures, on va cheminer autour de ce thème avec des visualisations guidées, avec l'attention à tous les signes, toutes les images, toutes les choses qui peuvent se présenter pendant qu'on est dans cet état de relaxation, de méditation, de façon à commencer à clarifier de mieux en mieux, en tout cas clarifier de mieux en mieux la situation sur laquelle la personne veut travailler. Alors c'est une session que j'appelle intuition et prise de décision ou aide à la décision, et en même temps c'est un moment où on pratique l'intuition, tout simplement dans un état de relaxation, parce que c'est quand même là qu'on est le plus ouvert et qu'on est le plus en capacité finalement de percevoir finement ce qui se passe autour de nous et ce que notre inconscient veut nous envoyer comme message également. Donc c'est vraiment ça que je privilégie le plus pour le moment, des sessions comme ça individuelles. Mais sinon, tout ce qui est dans mes stages peut se faire en session individuelle, en visio. On refait les mêmes exercices, on fait le même travail, c'est individualisé. J'ai aussi une tendance, depuis pas longtemps, depuis quelques années, à privilégier les séances individuelles. C'est un endroit où je me sens bien, comme dans une bulle, et j'aime particulièrement. Et il y a des personnes pour qui c'est très important de commencer par des sessions individuelles. Et le groupe, jusqu'à présent, j'ai préféré, en tout cas pour le moment, ne pas en faire. Ça va être la première fois, là, dans 2 mois, en Bretagne, si les circonstances et les conditions sanitaires le permettent. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Balance.